Bonjour à tous, le saviez-vous, 8500 vidéos de Mosaïque sont vues chaque jour en moyenne sur YouTube. Une autre vidéo à ne pas manquer, samedi, soyez au rendez-vous de notre direct foot à 18h. Le SFC affronte l'US Tahon. Dans un instant, nous retrouvons Julia pour l'essentiel de l'info. En attendant, place au sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous. L'effet d'une bombe à Bitche face à une réduction du budget, Pascal Leichnam met fin au médiéval, à Noël et à Halloween au château. La France, un exemple pour l'Allemagne. En pleine discussion sur les travailleurs handicapés, les députés du Bundestag s'intéressent aux IME et ESAT de Sarreguemines. Après Steeltech, la procédure de redressement judiciaire se poursuit pour Cor. 2 propositions pourraient être examinées, celle du dirigeant actuel et une offre de reprise. Kemal et Elisa, réfugiés des Balkans, remercient les Français pour leur accueil. Au Resto du Cœur, le couple coiffe gratuitement les bénéficiaires. Vivre ensemble dans la communauté nationale, 14 personnes ont acquis de manière très solennelle la nationalité française à Sarreguemines. La 18e édition du festival Mireille de Plate, une belle palette d'animations. Jamais en grève, Quentin Delacierge est un employé communal exemplaire à Woustviller. Nous finirons entre les lignes avec le droit local. D'où vient-il et pourquoi ce particularisme d'Alsace et de Moselle perdure en France ? Bernard Zara, professeur en droit et en économie, lève le voile. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, il fera humide et froid. En dépit de quelques éclaircies, les nuages dominent et occasionnent des averses à tout moment de la journée. Dans la fraîcheur ambiante, de la neige n'est pas à exclure. Côté température, les minimales iront de -1 à 2 degrés au réveil et pas plus de 4 à 6 degrés en journée. Demain, samedi 5 mars, nous fêtons les Olivia. Le soleil nous accompagnera de 7h03 à 18h22. Je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine. À bientôt! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. L'effet d'une bombe cette semaine à Bitche, alors face à une réduction de budget, Pascal Leichnam met fin au médiéval et aux fêtes de Noël et Halloween au château. Alors, ce sont pourtant des fêtes à dimension européenne. Alors oui, des fêtes qui jusqu'à maintenant attiré des milliers de spectateurs venus notamment des deux côtés de la frontière. Alors, ça fait un moment que l'ambiance était loin d'être sympathique et conviviale, comme on dit lors des conseils municipaux à Bitche. Là, ça y est, la division au sein de l'équipe municipale apparaît vraiment au grand jour. Et tout est venu de cette annonce du premier adjoint. Alors depuis, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. Il y a même eu la création d'un nouveau groupe sur Facebook, Je suis Bitchois. On va écouter Pascal Leichnam au téléphone de Jean Birkel. Il n'y aura définitivement plus aucune solution pour organiser ces médiévales. C'est quelque chose qui se prépare 6 mois avant. C'est des contrats qui se signent fin décembre, début janvier. En l'occurrence, là, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est parti. On se fait harceler régulièrement au téléphone par les troupes que j'ai engagées verbalement l'année dernière déjà. Là, on est déjà largement trop tard pour relancer la machine. Alors il est trop tard, les contrats avec les troupes ne sont pas signés. Est-ce qu'au final, l'adjoint au maire a suffisamment de poids pour remettre en question des manifestations de cette envergure ?
Bah, c'est vrai que maintenant le calendrier est vraiment hyper serré, il faudrait absolument se bouger tout de suite si c'était dans l'idée d'en faire. Le budget a été revu à la baisse au point que lui dit qu'il ne veut pas faire quelque chose qui soit complètement au rabais. Alors ceci dit, oui, il reste possible de faire des choses, quitte à voir moins grand, mais ça demande aussi beaucoup de mobilisation et d'énergie. Et dans ce contexte d'équipes municipales vraiment divisées, je ne suis pas sûre que ça soit possible. Non. La France était un exemple pour l'Allemagne dans le domaine de la prise en charge de l'handicap. Peut-être et pourquoi pas, puisqu'une loi est en cours de discussion au Bundestag, donc les députés allemands planchent sur la question des travailleurs handicapés, et l'un d'eux s'est rendu juste à côté, en Sarre, pour visiter les infrastructures existantes, les établissements spécialisés, et il en a profité pour venir à Sarreguemines, où il a visité l'IME et l'ESAT La Ruche. Alors, il y a quelques différences notables de chaque côté de la frontière, le sujet de Thomas Drouin. Plusieurs différences sont notables. Les travailleurs français sont payés au SMIC, par exemple. Ce n'est pas le cas en Allemagne. De même, la taille des établissements est totalement différente. Avec 150 personnes, l'ESAT sarregueminois est considéré comme une grande structure, là où les établissements allemands en accueillent parfois 3 à 4 000. On essaye de faire avancer le droit des personnes handicapées au niveau européen, notamment en matière de reconnaissance de formation professionnelle, des choses comme ça. Après Stiltech, la procédure de redressement judiciaire se poursuit pour Cor. Oui, une nouvelle audience a lieu cette semaine, c'est donc mardi matin au tribunal de Sarreguemines. Et finalement, un nouveau report, le dossier est renvoyé au 22 mars. Alors à l'heure actuelle, il y a 2 pistes d'avenir qui se profilent. Il y a d'un côté la société Cor avec un plan de redressement judiciaire avec l'appurement du passif sur 10 ans, mais le maintien de l'intégralité des salariés, qui sont 28 à l'heure actuelle. Et puis d'un autre côté, il y a un repreneur qui a exprimé une offre et qui lui propose de reprendre donc, le fonds de commerce et lui aussi l'intégralité des emplois. Lui ou un autre repreneur potentiel, c'est jusqu'au 15 mars pour déposer tous les documents au tribunal et verdict le 22, normalement. Alors cela méritait d'être souligné. 2 réfugiés des Balkans remercient les Français pour leur accueil. Et ouais, et ça se passe tous les lundis au Resto du Cœur de Frémin-Merlebach. Donc c'est un couple, Kemal et Elisa, qui coiffent et maquillent gratuitement les bénéficiaires. Une manière pour eux de dire merci. Alors on va justement écouter le témoignage de Jacqueline Schutz. Alors c'est la responsable des Restos du Cœur de Frémien. Lui disait qu'il avait envie de rendre aux Français un petit peu de l'accueil qu'il a eu en France. Dans un petit sac en nylon, c'est un petit peu une image que nous n'oublierons jamais. Il avait réussi à sauver de leur périple les instruments de coiffure dans un petit sac en nylon et qui étaient soigneusement emballés dans des petits carrés de laine. Et depuis, comme vous voyez, il officie pour le plus grand bonheur vraiment des personnes que nous accueillons ici. Et nous restons dans le domaine du bien vivre ensemble, finalement. Oui, avec l'exemple, il y a 14 personnes qui ont récemment acquis la nationalité française. Alors ça a donné lieu à une cérémonie officielle dans les salons de la sous-préfecture. C'était aussi l'occasion de leur rappeler ce que cela impliquait comme droit, mais aussi comme devoir. 18e édition du festival Mière et de Plate, donc une belle palette d'animations. Alors comme tous les ans, des spectacles, des conférences, des expositions, le programme est varié, il ne faut pas hésiter, il est distribué un petit peu partout. Et puis cette année, tout cela s'est tourné vers le Brésil et il y aura par exemple des Brésiliennes qui parlent le Hunsrücker Platt, qui est même une langue officielle de l'un des États du Brésil et qui vont participer à des discussions. Et un fonctionnaire jamais en grève. Oui, c'est une manière de voir les choses. Je suppose que tu fais allusion à Quanta. Quanta de la Cierge, c'est une ouvrière communale complètement atypique à Vousvillers puisqu'il s'agit d'une jument ardennaise. Elle participe à toutes sortes de manifestations avec les enfants, à d'autres manifestations comme la Saint-Nicolas. En été, elle a une fonction importante. Elle fait l'arrosage de toutes nos jardinières. Pourrait effectivement participer à d'autres fonctions à imaginer. Fin de l'essentiel de l'info. Merci bon week-end. Julien. Dans un instant, on se retrouve pour parler de droit local. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde.
Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Jeudi 10 mars, venez tester votre audition gratuitement. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Foot à domicile ce week-end pour le SFC, les Sarregueminois reçoivent l'ES Tahon. Il est temps de retrouver ses marques et d'engranger des points. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct du Stade de la Blise sur Mosaïque. Le droit local, d'où vient-il et pourquoi est-ce que cette particularité d'Alsace et de Moselle perdure en France? Bernard Zara, professeur en droit et en économie, est l'invité de Marianne Gabriel. Il lève le voile sur cette complexité qui touche tous les domaines de la vie publique. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Des mémoires d'outre-tombe au droit local d'Alsace-Moselle, le parcours de Bernard Zara révèle son attachement à la transmission des valeurs. Le mémoire, rédigé sur l'œuvre de Chateaubriand, couronne son cycle universitaire. Maîtrise en droit public en poche, il s'oriente vers une carrière d'enseignant. Professeur certifié en droit et économie, il passionne ses étudiants depuis plus de 30 ans au lycée de la Salle à Metz et devient une référence en droit local. Pédagogue au travail comme dans la vie, il s'engage auprès des jeunes en menant des actions de mémoire et de citoyenneté, notamment la remise en état du cimetière juif de Ventoux. Il a dirigé 2 ouvrages sur le droit local. Le dernier, Le droit local tel qu'ils le vivent, balaie toutes les subtilités de ce particularisme bien régional d'Alsace-Moselle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du droit local. Un peu d'histoire auparavant. Le droit local d'Alsace-Moselle est à la fois un héritage de l'annexion à l'Empire allemand en 1871, mais c'est aussi l'héritage du Concordat qui a été signé entre Napoléon et le Saint-Siège en 1801. Ce concordat n'a pas été abrogé lors de l'annexion allemande, ni par le retour des 3 départements en 1919. Bernard Zara fait intervenir 50 participants à ce travail d'information qui aborde toutes les particularités du droit local. Bernard Zara, bonjour. Bonjour. Alors régulièrement, certaines réformes nationales font bondir les défenseurs du droit local, à commencer par l'ouverture dominicale des commerces. Alors certains y sont favorables, d'autres sont farouchement contre. Alors que dit le droit local? Que dire le droit local? Effectivement, la première chose, c'est que la loi Macron sous l'ouverture des dimanches ne s'applique pas en Alsace-Moselle. Donc ce sont toujours des anciennes dispositions allemandes qui s'appliquent, avec un système complètement différent. Et c'est vrai que l'idée que l'on en a, c'est que les commerces en Alsace et en Moselle restent fermés le dimanche et les jours fériés. Alors que le droit local, à la limite, dit l'inverse, puisque le droit local propose l'ouverture de tous les commerces et du travail des salariés 5 heures les dimanches et les jours fériés. Et en fait, vous avez des dispositions particulières, des statuts locaux, des dérogations qui soit peuvent limiter cette ouverture, c'est ce qui se fait en Moselle, ou soit, dans certains cas particuliers, peuvent autoriser l'ouverture sur une amplitude de 10 heures. C'est notamment dans les communes le cas des 4 dimanches avant Noël, ou lorsqu'il y a une grande manifestation qui est organisée, une activité accrue. Donc là, le maire peut décider l'ouverture des commerces ces dimanches-là. Et puis vous avez une deuxième possibilité, c'est donc au niveau du département, c'est le préfet qui peut, pour satisfaire les besoins de la population, permettre également l'ouverture des commerces le dimanche. C'est ce qu'il fait pour les boulangeries. Alors quelle est la différence entre les salariés alsaciens et mosellans et les autres salariés sur l'ouverture du dimanche? Les dispositions, depuis l'année dernière, ont été assouplies. C'est-à-dire que maintenant, en Moselle, les dimanches et les jours fériés, vous avez des commerces alimentaires de 200 mètres carrés qui peuvent ouvrir, par exemple. Vous avez sur Metz la possibilité d'organiser des marchés. Donc il y a toute une série de dérogations, alors que jusqu'à peu de temps, même le commerçant sans salarié n'avait pas le droit d'ouvrir.
Mais est-ce que les salariés sont payés de la même façon? Alors, ça c'est le grand problème. C'est-à-dire que la loi Macron dit, par rapport aux 5 qui sont passés à 12, que donc, les salariés seront payés double avec recompensateur. En Alsace, il y a eu un accord collectif territorial qui a été signé, qui permet également des majorations de 50 ou 100% pour les salariés qui travaillent. Sauf que la Moselle n'a pas signé cet accord, puisque le droit local ne prévoit pas de majoration. Et donc la Moselle, c'est le seul département de France où les salariés qui travaillent le dimanche ne sont pas payés double avec repos compensateur. Si je prends l'exemple des salariés qui travaillent dans les boulangeries qui peuvent ouvrir le dimanche, ils ne sont payés les dimanches que 20% de plus. Donc là, il y a peut-être une anomalie. Oui, une grande même, on dira. Autre débat cultuel, cette fois-ci, en faisant construire une mosquée à Ouapi, François Grosdidier a déclenché une tempête. Alors pour cause, l'islam n'est pas dans le concordat signé en 1801, qui ne tient compte que des cultes catholiques, protestants et israélites, et qui n'a pas prévu les mouvements migratoires qui ont eu lieu plus tard. Aujourd'hui, quelle tournure prend ce débat? Alors vous l'avez dit en préambule, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas en Alsace-Moselle. C'est toujours le concordat, des articles organiques, certains textes différents qui font que le culte catholique, les 2 cultes protestants et les cultes israélites font partie de la sphère publique. Ce qui veut dire que les autorités étatiques interviennent dans la nomination des prêtres, des pasteurs et des rabbins, et qu'en contrepartie, ces ministres du culte ont un traitement, un logement et une retraite. Cela dit, pour les cultes qu'on dit non reconnus, comme le culte musulman, il y a tout de même des dispositions particulières en Alsace et en Moselle, à savoir qu'ils sont régis par le système des associations de droit local, ce qui fait que le culte musulman peut recevoir de dons et des legs de façon illimitée, et surtout, puisque l'article 2 de la loi de 1905 ne s'applique pas, les collectivités locales peuvent tout à fait subventionner ces cultes. Et donc, la commune de Voipy, comme la ville de Strasbourg, peuvent tout à fait financer la construction des mosquées ou d'autres lieux de culte non reconnus. Alors on peut aussi évoquer les jours fériés. Les jours fériés ont été instaurés uniquement dans les communes où il y avait un temple protestant. Et finalement, après, ça s'est étendu à toutes les communes. Comment se fait-il? La première particularité des jours fériés d'Alsace-Moselle, c'est que tous les jours fériés sont des jours fériés chômés légaux. Alors que dans le reste de la France... Je parle des jours fériés, donc alors, après... ce qui fait que dans le reste de la France, il n'y a qu'un jour férié chômé, c'est le 1er mai. Donc, les salariés ne travaillent pas, ils sont payés. Mais la deuxième particularité, c'est qu'on a 2 jours fériés supplémentaires. Voilà. Le lendemain de Noël, le 26 décembre, et le vendredi saint. Le vendredi saint, attention, parce qu'on fait parfois des raccourcis, dans les communes où il y a un temple protestant ou une église mixte. Et là, effectivement, la réglementation peut devenir un peu compliquée. Autant en Alsace, les usages font que le vendredi saint est un jour férié pour tout le monde, autant en Moselle, où on applique la réglementation stricte, on peut aboutir parfois à des situations aberrantes. C'est-à-dire que pour l'industrie, tout à fait, les salariés de l'industrie travaillent ou ne travaillent pas en fonction du temple. Donc un salarié qui travaille dans une industrie, dans une commune où il n'y a pas de temple, c'est un jour normal de travail. Pour celui qui travaille dans une commune où il y a un temple, c'est un jour férié. Pour le commerce, il y a eu un amendement en 89, c'est ce qu'on appelle l'amendement Masson, qui dit que le préfet peut décider l'ouverture ou la fermeture des temples, des commerces, temples ou pas temples. Et donc depuis 90, on a toujours décidé donc la fermeture des commerces, mis à part quelques petites exceptions. Mais cela n'enlève pas le problème de la rémunération. Et la rémunération sera fonction du temple. Donc même si parfois le commerce est fermé, le salarié ne sera pas forcément payé ou lui demandera de récupérer les heures parce qu'il est dans une commune où il n'y a pas de temple et donc théoriquement ce n'est pas un jour férié. Autre débat qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la complémentaire santé qui va être donc obligatoire pour les entreprises. En quoi est-ce que ça peut mettre en cause l'assurance maladie locale? Alors, comme dans beaucoup de sujets en droit local, on fait l'autruche, on attend le statu quo et après tout d'un coup, je dirais que ça explose à la figure parce qu'on n'a pas pris le temps d'accompagner le droit général.
Alors, effectivement, ce qu'on oublie de dire, c'est que le système des complémentaires santé obligatoires de droit général en Alsace-Moselle ne s'appliquera que le 1er juillet, alors que, je dirais, toutes les mutuelles font déjà le forcing pour faire signer les entreprises à partir du 1er janvier. Le système, donc, local d'assurance maladie, c'est un système qui se rajoute au système général. C'est-à-dire que lorsqu'on est remboursé à 90 ou à 100%, puisqu'on est mieux remboursé, vous avez une partie qui est déjà remboursée par le régime général. Hein, et donc là, il y a une cotisation effectivement de 0,75. Par exemple, sur 60%. Pour les 30 ou 40% restants, c'est la surcotisation de 1,5 sur la totalité du salaire brut qui permet d'avoir la compensation. Et donc, ce système, effectivement, fait que c'est un système autorégulé, donc la partie locale, donc le régime local est toujours équilibré. Mais c'est parce que c'est un système d'autorégulation. C'est un système contributif parce qu'il est à la charge uniquement de l'assuré. Et donc, pour certains assurés qui ont des revenus modestes ou qui ne sont pas imposables, ils ne payent pas la surcotisation et ils sont remboursés à 90-100%. Très intéressant. Mais plus vous avez des revenus importants, plus le 1,5 est important et plus vous payez. Mais ça, c'est, je dirais, le système de solidarité de droit local qui existe. Alors, le problème, c'est la mise en place de la complémentaire santé obligatoire. On se rend compte que ce qui existe avec le régime local couvre à peu près 70% du panier de soins de la complémentaire santé obligatoire, uniquement à la charge du salarié. Sur les 30% restants, normalement, il y a moitié pour l'employeur, moitié pour le salarié. Donc on se rend compte, grosso modo, qu'en Alsace-Moselle, le salarié va payer 85% d'un panier de soins qui, dans le reste de la France, est pris à 50% pour le salarié, 50% pour l'employeur. Donc là, on est à mon avis dans une impasse parce que faire comme l'instance de gestion du régime local, participer l'employeur, risque de modifier le régime local. Or, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait garder ce qui était, mais on ne pouvait pas modifier le droit local. Alors il y a beaucoup d'autres spécificités du droit local, notamment en ce qui concerne certaines professions. Alors notamment par exemple les boulangers. Il y a une spécificité vis-à-vis des boulangers. Oui, j'aime bien cette spécificité-là, d'autant plus que la souplesse concernant l'ouverture vient de mon quartier, Sablon. Et donc dans les années 60-70, effectivement, il y a un boulanger qui avait décidé de fabriquer du pain frais et de le vendre le dimanche. Alors il a reçu quelques pavés dans sa vitrine au départ, et donc il y a eu un arrêté préfectoral qui autorise en Moselle, seulement en Moselle, seulement en Moselle, la fabrication et la vente de pain frais les dimanches et les jours fériés. Donc, alors, il y a cette spécificité que dans le reste de la France, ça peut se produire aussi, mais le préfet demande la fermeture dans un autre jour de la semaine. Donc la Moselle est le seul département de France où les boulangeries peuvent rester ouvertes 7 jours sur 7. Les notaires. Les notaires, alors les notaires comme les huissiers de justice, bon, la particularité c'est la non-vénalité des charges, hein, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas leurs charges, donc il y a un concours et c'est le ministre de la Justice donc, qui les nomme au poste de notaire ou d'huissier de justice. Alors les officines, les pharmacies, c'est réglementé également, il y en a... Donc on va dire que c'est un numerus clausus pour créer une pharmacie, donc on protège davantage les pharmacies qui sont en place. Voilà. Alors les Alsaciens et les Mosellans sont très attachés au droit local qui reste une curiosité dans le paysage juridique national. Jean-Marc Wörling s'interroge sur l'avenir du droit local. Écoutez. Voilà ce que dit Jean-Marie Wörling, président de l'Institut de droit local alsacien-mosellan. Jusqu'à une période récente, le droit local semblait solidement installé dans le paysage juridique alsacien-mosellan. Les sondages d'opinion montraient un attachement extrêmement fort de la part des populations concernées à l'égard de ce particularisme juridique. Dans les 20 dernières années, le droit local s'est modernisé, comme l'illustre l'exemple de l'informatisation du livre foncier. Nos élus locaux affirment régulièrement leur engagement pour garantir la sauvegarde de ce droit local, de plus en plus perçu comme une expression de l'identité régionale et comme un témoignage de son histoire. Il rajoute
Mais en quelques années, le vent a tourné et les craintes pour l'avenir du droit local se sont multipliées. Les perspectives de pérennisation du droit local paraissent compromises alors que des règles de droit local, considérées jusqu'ici comme exemplaires, sont de plus en plus fortement mises en cause. Le droit local, c'est une survivance juridique. Alors, quelles sont les limites du droit local? Les limites du droit local dans son avenir, c'est, je pense, une fragilisation qui vient à la fois du nouveau découpage régional, puisque vous avez, à titre d'exemple, des cours d'appel qui vont être fusionnés. On pense que la cour d'appel de Metz peut disparaître. Vous avez l'idée, là aussi, de créer des pôles judiciaires, notamment en matière commerciale. Et donc, si un pôle judiciaire venait à se créer à Nancy, la spécificité des tribunaux de commerce avec l'échevinage risquerait de disparaître. Mais je pense que la crainte essentielle est venue des décisions du Conseil constitutionnel, puisque maintenant, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, on peut saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, dans différentes décisions, notamment une décision importante de 2011, a considéré que le droit local était provisoire, qu'il ne pouvait plus bouger. Et certains disent que le droit local n'est plus voué à survivre. Le droit local est voué à disparaître. Et est-ce que le droit local peut évoluer malgré tout? Non, le droit local, la seule évolution, c'est soit d'être supprimé, soit d'être harmonisé avec le droit général. Est-ce qu'on peut dire qu'il est anticonstitutionnel, le droit local? Non, alors justement non. Là aussi, le Conseil constitutionnel a dit qu'il est tout à fait constitutionnel. On ne pourrait pas le remettre en cause, par exemple, en arguant le principe d'égalité, le fait que tous les Français doivent être traités de la même façon, mais donc le Conseil constitutionnel a posé certaines limites. Alors il y a aussi une décision qui a été très, très importante, c'est celle sur le régime des cultes d'Alsace-Moselle, puisque le Conseil constitutionnel, pour la première fois, a donné une définition juridique constitutionnelle de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, la liberté de conscience, le fait de ne pas reconnaître des ministres de culte et de ne pas rétribuer des ministres du culte. Ça, c'est la nouvelle définition de la laïcité. Et que le régime des cultes d'Alsace-Moselle ne répondait pas à cette définition. Donc, il a dit clairement que nous n'étions pas laïcs, mais pour autant, le régime des cultes n'est pas contraire à la Constitution, puisque les constituants de 1946 et de 1958 n'avaient pas décidé de remettre en cause ce régime-là. Alors le droit local, c'est vrai qu'on avait le sentiment quand même qu'il était en avance sur son temps. Est-ce qu'il est devenu archaïque aujourd'hui? On n'a pas su, à mon avis, accompagner les évolutions. Alors effectivement, au départ, il avait un siècle d'avance sur notamment les codes napoléoniens, puisqu'il datait de 1900, et il était effectivement supérieur, que ce soit au niveau de la faillite civile, au niveau de l'échevinage des tribunaux de commerce, au niveau des dispositions sociales. Bon, mais le droit général, finalement, l'a rattrapé et l'a même dépassé. Un pronostic sur la disparition du droit local? Alors, certains voudraient que le droit local soit inscrit dans la Constitution, ce qui permettrait donc de le maintenir. Mais très honnêtement, je n'ai pas dit que le droit local disparaîtrait demain. Mais je pense qu'on peut très fortement avoir des craintes sur l'avenir du droit local. Bernard Zara, voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci. D'être venu. Donc je rappelle que votre livre est édité aux éditions Métis, Le droit local d'Alsace-Moselle tel qu'ils le vivent. On peut le trouver dans toutes les librairies. Oui, et sur Internet. Donc il y a plus de 55 participants, principalement des Mosellans. Donc c'est un ressenti de personnes donc dans la façon dont ils l'appliquent. Et tous les droits d'auteur sont reversés à des actions humanitaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci de nous avoir suivis.